Donc, chapitre 7, notre dernier chapitre, les applications. Donc, je vais dériver l'énergie libre pour le gaz parfait. C'est la section 2 ici, sous-section 2. Gaz parfait. Donc, on va commencer par trouver l'énergie libre de Helmholtz. Donc, sachant ça, on va pouvoir retrouver PV égale NKBT, qu'on a dérivé de je ne sais plus combien de façons. Puis, on va trouver aussi l'entropie. Puis là, l'entropie, toutes les constantes vont être fixées. Puis, je vais vous raconter une histoire, après l'histoire de Sacure-Tétrode. Sacure et Tétrode. Parce qu'au début du 20e siècle, donc dans les années 1910, un des plus grands problèmes de la physique théorique, c'était justement de trouver l'entropie du gaz parfait en trouvant toutes les constantes. Puis vous allez voir que la constante de Planck intervient là-dedans. Donc, comme on est à une période où la mécanique quantique n'est pas très établie encore, c'était vraiment un grand triomphe d'être capable de, donc comme Sacure et Tétrode l'ont fait, de trouver, l'ont fait indépendamment d'ailleurs, de trouver l'expression pour l'entropie du gaz parfait. Donc, on va procéder évidemment avec la fonction de partition. On va calculer la fonction de partition. Puis, on va trouver l'entropie, tout le reste, juste en prenant des dérivés, finalement, en utilisant notre relation entre l'ensemble grand canonique et l'énergie libre de Helmholtz, que j'ai écrite au début de l'heure précédente, puis que j'ai effacé. Voilà. Donc, OK. Pour le gaz, les autres exemples, je les ai mentionnés au début de l'heure précédente. Donc, pour le gaz parfait, la fonction de partition Z égale à 1 sur n factoriel, parce que les particules sont indiscernables. Si je ne divise pas par le n factoriel, je vais avoir des problèmes, parce que je vais compter trop d'états qui sont en réalité équivalents. Donc, comment est-ce qu'on fait pour un gaz classique? Il faut intégrer sur tous les éléments de volume, des cubes P1, des cubes R1, puis il faut que je divise par la constante de Planck au cube. Parce que j'ai la constante de Planck pour P1, R1, Px de la particule 1, Py de la particule 1, Pz de la particule 1. Donc, il faut que je divise par H au cube. Maintenant, il faut que je le fasse pour toutes les particules, d'accord? Donc, P2, des cubes Pn, puis des cubes R1 jusqu'à des cubes Rn. Donc, ici, je vais avoir H à la 3n. Et puis maintenant, il me reste juste à écrire l'exponentielle de moins bêta fois l'énergie. Alors, qu'est-ce que c'est l'énergie? C'est la somme sur toutes les particules, I égale de 1 à n, de PI vecteur au carré, donc c'est PI.PI, sur 2m, plus l'énergie potentielle. Mais l'énergie potentielle, donc, en principe, ça fait intervenir les coordonnées de toutes les particules. Si j'ai, par exemple, une interaction de Coulomb entre chaque particule, ben, j'ai R1 moins R2, R1 moins R3, R2 moins R3, etc., etc. Là, c'est le gaz parfait. Donc, on laisse tomber les interactions entre les particules. Puis, je vais simplement écrire que
il y a une contribution à l'énergie qui vient finalement des murs. D'accord? Donc, mon gaz, il est enfermé dans un mur, par des murs, ce qui fait que l'énergie potentielle en dehors de ma boîte, c'est l'infini parce qu'il faut traverser le mur. D'accord? Donc, U est égal à l'infini à la dehors de la boîte, qui est égal à 0 dans la boîte. Ça marche? OK. Donc, ça, c'est comme maintenant, je suis comme dans mon dans le cas dont je parlais tantôt, quand il y a des trucs qui sont additifs ici. Donc, ça, ici, je peux l'écrire comme le produit d'une exponentielle. D'accord? Donc, je peux écrire ça comme exponentielle de moins bêta somme sur I des U de RI. Donc, U de RI égale l'infini ou égale 0 dans la boîte. De volume V. Puis c'est l'infini en dehors. OK? Donc ça veut dire que l'intégrale sur les positions ici est facile à faire. Hein? Parce qu'encore une fois, l'exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentielles. Donc, je peux le faire pour chaque particule séparément. Qu'est-ce que ça va être le résultat de l'intégrale sur les positions ici? Ça va être égal à d cube R1, exponentielle de moins bêta U de R1, exposant n. Tout le monde est d'accord? Hein, parce que l'exponentielle de la somme, ça se factorise. Bon, puis cette intégrale-là, ça va donner quoi? Hein, le U est défini comme ça ici en haut. Courage! Vous le savez, mais vous n'osez pas le dire. Quand U est égal à 0, j'intègre 1. Puis quand U est égal à l'infini, j'intègre 0. Puis tout ça, c'est défini dans un volume de V. Ça va donner V si U est dans V. Là. Si R1 est dans V, ça donne l'intégrale de 1. Et si U est en dehors, ça donne 0. Donc, l'intégrale des cubes R1 va me donner le volume. D'accord? Donc, on s'est débarrassé d'une infinité d'intégrales. C'est pas mauvais. Donc, ici, j'ai V exposant N. Puis, je vais effacer ça ici. Donc, maintenant, je vais réarranger ça un petit peu. On va réécrire ça comme V exposant N sur H exposant 3N divisé par N factoriel. Donc, le N factoriel, il est là parce que ça ici, ça regarde toutes les positions puis les quantités de mouvement possibles. Mais si je fais juste échanger deux particules, c'est le même état, d'accord? Donc, voilà. C'est là le lien de N factoriel. Bon, maintenant, ici, je fais exactement ce qu'on vient de faire pour le volume. C'est-à-dire que j'écris ça que c'est égal à l'intégrale d cube P1 exponentielle de moins bêta P1
au carré sur 2n. Exposant n. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon? Donc maintenant, ça c'est P1 carré. Qu'est-ce que je veux dire par P1 au carré? Bien, je veux dire Px1 au carré plus, plus Py de la particule 1 au carré plus Pz de la particule 1 au carré. Donc, ça veut dire que je peux réécrire ça sous la forme V exposant n sur H exposant 3n fois n factoriel fois l'intégrale justement dp dp exponentielle de moins bêta p carré sur 2m. Là, c'est juste un scalaire. Hein. Vous pouvez prendre px ou py, pz. Toutes les intégrales sont égales. Exposant 3n maintenant. D'accord? Plutôt qu'exposant n, je suis exposant 3n parce que j'ai 3 intégrales identiques ici. C'est bon? Est-ce que j'ai la permission de continuer? OK. Maintenant, ça, c'est une gaussienne, d'accord? On connaît la normalisation de la gaussienne, en fait. Donc, l'intégrale ici, on a juste à retourner au chapitre 2, puis voir qu'est-ce que ça donne l'intégrale d'une gaussienne. Donc, c'est v à la n, h à la 3n, n factoriel. Puis ici, je vais avoir racine carrée de 2pi fois sigma carré. Donc, c'est m. Ça, c'est 1 sur kbt. D'accord? Bêta, c'est 1 sur kbt. Donc, c'est comme si j'ai p carré sur 2 sigma carré. Sigma carré, c'est m kbt. Ça va? Donc, j'ai 2pi m kbt. Racine carrée pour l'intégrale, puis exposant 3m. On a utilisé ce qu'on savait sur la gaussienne. Donc là, on est en voiture, d'accord? Parce qu'on a la fonction de partition. Donc, pour avoir l'énergie libre de Helmholtz, j'ai juste à prendre moins kBt fois le log de z. Donc, on va faire ça. Donc, l'énergie libre de Helmholtz, F, est égal à moins kBt log de z. C'est égal à moins kBt fois, donc le n, vous voyez le n qui est ici, je vais m'occuper du n factoriel tantôt. Là. Mais le n qui est ici, je peux le mettre en évidence. Parce que j'ai le log de quelque chose à la puissance n. Donc ici, je vais avoir n fois le log de v sur h cube fois 2pi m kbt exposant 3 demi. D'accord? Donc, c'est la racine carrée puis le 3. Donc, c'est kbt exposant 3 demi. Puis ensuite, j'ai le log de 1 sur n factoriel. J'ai écrit que le log d'un produit, c'est la somme des logs.
Donc, le log de 1 sur n factoriel, j'utilise la formule de Stirling, donc ça me donne moins n log de n plus n. D'accord? J'ai juste utilisé la formule de Stirling. Est-ce que ça pose des problèmes? On va passer d'ici, qui est la fonction de partition. Ça, c'était Z. Passer de la fonction de partition à l'énergie de Helmholtz, c'est juste moins KBT log. C'est bon? La Oui. formule de Stirling, elle s'utilise-tu en tout temps ou juste selon certaines Ça conditions? s'utilise quand n est suffisamment grand, mais on travaille toujours dans la limite n tend vers l'infini, d'accord? Moi, c'est bon. Mais on a vu que déjà pour n égale 3, 4, ça donne pas des grosses erreurs. C'est quelques pourcents, puis ensuite ça devient de plus en plus petit. Ça marche? Donc ici, le moins n log n, vous voyez le log d'une différence. Vous voyez, le n il est le même ici. Puis le log d'une différence, c'est le log du rapport, hein, du ratio. Donc ça veut dire que je peux enlever ça ici à condition de mettre le n ici. D'accord? Donc ça donne moins n log n. Puis là, j'ai plus n ici. Voilà. Donc, c'est ça mon énergie libre de Helmholtz. Bon. Quelques remarques. Est-ce que les unités marchent? Il faut toujours vérifier ça. Donc, ça, c'est masse fois une énergie. D'accord? Masse fois une énergie, c'est une vitesse au carré. Tout le monde est d'accord? Masse fois énergie, ça a des unités de vitesse au carré. Excusez, ça a des unités. Qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. L'énergie, c'est P carré sur 2m. D'accord? Donc, masse fois énergie, ça a des unités de quantité de mouvement. Ouf! Quantité de mouvement au carré. OK? Donc, on vérifie nos unités. Donc, quantité de mouvement au carré, posant 3,5, ça veut dire que ça me donne quantité de mouvement. Ça me donne des unités de quantité de mouvement au cube. Cette partie-là ici. Cette partie-là ici, ça me donne des unités des mètres au cube. Hein? Donc, une distance. Ça, c'est le volume. Donc, une distance au cube. Ça, c'est des mètres. Je vais écrire X plutôt que P. Plutôt que mètre, je vais écrire X. Qu'est-ce que c'est les unités de H? Mais c'est justement X fois P. D'accord? Donc ça veut dire que l'argument de mon logarithme n'a pas d'unité, ce qui est toujours une très, très bonne nouvelle. Bon. Je te dis, c'est ma journée d'échappage de crayon. OK, on va se débrouiller avec ce qui reste. Donc, ça n'a pas d'unité. Donc, c'est bon. Maintenant, l'autre chose qui est intéressante ici, c'est que, vous voyez, ça dépend de l'argument ici, là, dépend de la température, qui est une quantité intensive. Ça dépend de la densité, donc le volume par particule. D'accord? Donc, si j'ai un système que je divise en deux, bien, tout ce qui va arriver, c'est qu'un système à l'équilibre, je le divise en deux. Mais tout ce qui va arriver, c'est que je vais avoir n sur 2 d'un côté. Ça ne changera pas parce que la densité est la même, la température est la même. Donc, je vais avoir n sur 2 d'un côté, n sur 2 sur l'autre. L'entropie n'aura pas changé. D'accord? Donc, si j'ai un système à l'équilibre, puis je le divise en deux, je vais marcher sur mon crayon. Bon, en tout cas, la recherche archéologique après le cours. J'espère que je n'ai pas détruit. Donc, si je divise mon système en deux, donc V sur 2, V sur 2, j'enlève puis je remets la paroi, il était à l'équilibre. Donc, c'est réversible. Mettre la paroi, l'enlever, c'est complètement réversible. Il ne faut pas que l'entropie change. Donc, avec cette forme-là de l'entropie,
je suis en affaire parce que quand je mets la paroi, j'ai N sur 2, mais je l'ai 2 fois, donc ça fait N. Puis V sur N, ça ne change pas, puis KBT, ça ne change pas. Donc ça marche. Mais justement, Gibbs était arrivé à un paradoxe, hein, parce que les premières formules, il ne donnait pas V sur N ici, il donnait juste V. Puis dans ce temps-là, bien, c'est un problème, parce que quand je divise le système en deux, ça change ici. D'accord? Donc ça s'appelle le paradoxe de Gibbs. Donc, si vous cherchez comment ça a été réglé, le paradoxe de Gibbs, c'est grâce au n factoriel qui était ici. Hein, qu'il n'y a pas compte, parce que le n au dénominateur ici, il vient directement de n factoriel. Donc, ça vient du fait qu'on n'a pas, trop compté les états. Hein, c'est-à-dire que, justement, quand on fait juste échanger deux particules, ou qu'on fait juste échanger leur position et leur quantité de mouvement, du point de vue de la thermodynamique, c'est des particules qui sont indiscernables. Donc, c'est le même état. Du point de vue de la mécanique quantique, c'est encore plus vrai. Hein? Du point de vue de la mécanique quantique, il n'y a pas moyen de faire la différence entre deux particules identiques. Donc, on peut les échanger, ça donne la même chose. Donc, maintenant, je n'ai pas le temps de dériver l'expression pour l'entropie. Donc, au prochain cours, je vais dériver l'équation pour l'entropie. Puis, je vais prouver le théorème d'équipartition. Mais ici, on va s'amuser quand même avec la chose suivante. C'est que df est égal à moins S dt. Donc, on va arriver à l'entropie simplement en dérivant par rapport à la température, ce qui n'est pas un gros problème. Moins P dV plus mu dm. Donc, la pression ici, P, c'est moins df dV. À température et nombre de particules fixes. Donc, si je dérive ça par rapport à au volume, pardon, c'est ça, température et nombre de particules fixes. Si je dérive ça par rapport au volume, la seule place où le volume intervient, c'est ici. Le log de produit, c'est la somme des logs. Donc, quand je dérive ça, le signe moins ici, puis le signe moins se simplifie, ça me donne 1. Fait qu'il me reste NKBT qui est là. Donc, ça, c'est égal à NKBT. Puis quand je dérive le log de V par rapport à V, bien, ça va être divisé par V. Donc, PV égale NKBT. Une façon compliquée d'y arriver, mais c'est toujours rassurant de retrouver des résultats qu'on connaît déjà. Hein? C'est bon? Donc, au prochain cours, je vais vous dériver l'expression pour l'entropie, qui s'appelle l'équation de Sackur-Tetrone. Donc, je vais vous raconter l'histoire complète la prochaine fois, mais je vais vous dire que dans la formule pour l'entropie, l'entropie, ça se calcule expérimentalement. On a vu comment on peut, par exemple, intégrer les chaleurs spécifiques. C'est quelque chose qui se calcule, l'entropie. Qui se calcule, je veux dire, qui se mesure. Donc, les gens avaient mesuré l'entropie. Donc, il y avait des résultats expérimentaux pour l'entropie. Puis, d'où ça vient? Ben, qu'est-ce que c'est? Les gens ne savaient pas. Puis donc, Sackur et Tetrone ont trouvé qu'il y avait la constante de Planck qui intervenait. Puis donc, c'était une grande victoire. Donc, une autre façon d'estimer l'entropie d'un gaz, si vous voulez, c'est juste de se placer au point d'ébullition. D'accord? Toute la chaleur que vous donnez, la température reste fixe. Donc, la chaleur, elle va toute dans l'entropie. Ça, c'est en supposant, évidemment, que la vapeur, il n'y a pas beaucoup d'interaction. Puis, donc,
l'entropie du liquide est beaucoup plus basse que celle du gaz. Donc, voilà, c'est une autre façon d'arriver à mesurer l'entropie. Donc, ça, c'est la mesure peut-être la plus facile. Ça marche? OK, est-ce qu'il y a des questions? Donc, je vais vous donner présenter le devoir. Je vais arrêter l'enregistrement, présenter le devoir.